Salut la famille et bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo sur la chirurgie esthétique en Turquie. Donc dans cette partie, je vais vous parler vraiment de ce qui se passe juste avant la chirurgie, pendant la chirurgie et après la chirurgie. Donc la vidéo était bien évidemment très longue parce que j'ai vraiment essayé de documenter au plus près possible de la réalité mais malheureusement j'ai dû couper plusieurs parties qui me semblaient non pertinentes. Donc du coup si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre dans une peut-être troisième partie. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Le démarcheur qui nous envoie un taxi le matin pour venir nous chercher. Donc on va au premier rendez-vous. C'est souvent en fait les examens physiques. En fait c'est pour voir ce que les envois à distance correspondent bien aux informations que vous leur présentez là sur place. Donc ils vont vous repeser, ils vont refaire quelques petits examens assez light. En fait ça a été light cette première prise de contact. Et ensuite il est possible, selon les disponibilités du chirurgien, que vous puissiez le rencontrer ce jour-là et qui va en fait vous expliquer, parce que c'est du rapide. C'est du fast-food. Non, je rigole. C'est pas du fast-food, c'est du fast-human. Voilà, comme on était en temps de Covid, ils te refont faire un test PCR. C'est inclus dans le prix. Ils te refont faire un test PCR parce qu'apparemment, il y a eu beaucoup de magouilles, des personnes qui ont voyagé avec des faux tests PCR et donc qui arrivent, en fait, ils sont Covid positifs. Donc, en fait, voilà. Donc, par sécurité, la clinique dans laquelle on a été a dû refaire un test PCR la veille de l'opération. Ensuite, une fois que vous avez, été examiné et vous avez pris une première contact avec le médecin et voir le chirurgien qui va vous opérer, on vous explique, etc., etc. Bien sûr, on va aux choses sérieuses, le prix. On le sait déjà avant de voyager. Donc, ils vous font un devis selon les photos que vous avez envoyées, etc. Mais une fois sur place, bien sûr, pour être sûr que les opérations que vous demandez sont compatibles, etc., ils examinent. Donc, ils vous donnent vraiment le prix. Ils vous disent, oui, en fait, le prix qu'on avait fixé dans le devis va correspondre au prix réel. Ou alors, ils peuvent vous dire, peut-être, il y aura des changements. Mais en général, selon ce que notre démarcheur nous a dit, il y a rarement des surprises, quoi. Il y a rarement des surprises. En général, le prix annoncé en amont, c'est le prix que vous allez payer en aval. Donc, voilà. Le démarcheur va être présent lors de chaque rendez-vous que vous allez avoir avec le médecin ou le chirurgien, parce que c'est souvent lui qui va faire le traducteur. Donc la majorité des rendez-vous, il est là et il est ultra disponible par téléphone. Parce que comme il a d'autres clients, il peut arriver qu'il ne soit pas là lors de l'un ou l'autre rendez-vous, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc, il faut se rassurer qu'en fait, ce démarcheur-là sera souvent là, disponible via téléphone, ou alors il sera disponible la plupart du temps en personne propre. Et donc, ce sera vraiment la personne de contact qui vous accompagnera quasi tout le long de votre séjour en Turquie. En tant qu'accompagnatrice, le jour J, le jour de l'opération, tu peux accompagner la personne avec laquelle tu voyages jusqu'à la salle d'anesthésie. La personne que j'accompagnais allait se faire deux types d'opérations, une opération dentaire et une opération en fait du corps. Le corps, c'était en fait incluait une augmentation de la poitrine, une augmentation mammaire, ainsi qu'un body sculpting, donc un sculptage du corps. Donc c'était suite à des grossesses, donc elle avait besoin en fait de faire de tirer en fait la graisse de son ventre, de retirer puis de retirer, puis il fallait reconstruire en fait sculpter le corps. Voilà, c'était une grosse opération. Et ensuite, dans une autre clinique, il fallait qu'elle aille pour refaire ses dents. Donc, il faut aussi savoir que ces cliniques-là, elles vont... En fait, c'est le démarcheur qui fait vraiment tout votre planning. Il va vous dire, voilà, aujourd'hui, vous faites opérer. Demain, vous allez à la clinique dentaire. Après-demain, quand vous sortez de l'hôpital, vous devez aller faire ça. Tout votre planning, il a, quoi. Et il s'adapte. Vraiment, c'est pas un planning rigide. C'est-à-dire, par exemple... on est sorti, si par exemple il y a un imprévu un jour, il peut s'adapter et dire bon ok, appeler la clinique dentaire, refixer un autre rendez-vous par exemple. Et franchement, c'est rapide. Je le dis, je le répète, mais la rapidité m'a impressionné quoi. Parce qu'ici en Europe, pour appeler un dentiste, il te donne 3 ans de liste d'attente. Et la manière dont la rapidité des choses m'a toujours impressionné là-bas. Et le fait qu'il pouvait aussi s'adapter assez rapidement au planning des gens, c'était fulgurant quoi. Mais vraiment, j'ai apprécié. Donc voilà. Donc une fois que
voilà, la personne que j'accompagnais, mon amie, a été opérée. Elle sort elle arrive dans la chambre. J'avoue que l'opération, ils te disent combien de temps ça va durer. En gros, ils te proposent, ouais, si tu veux, tu peux rester. Mais en fait, ça a duré, je crois, plus longtemps que prévu. Et donc, moi, je retourne à l'hôtel. Et c'est le démarcheur qui me contacte en fait, qui me dit bon voilà, j'avoue j'ai contacté le démarcheur à plusieurs reprises pour savoir si oui ou non. Il m'a dit vous inquiétez pas, dès qu'elle est réveillée, dès qu'elle est dans la chambre, je vous appellerai ou je vous enverrai un message avec le numéro de chambre dans laquelle elle se trouve. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois que la personne que j'accompagnais a été transférée dans sa chambre, j'ai directement été la voir à l'hôpital et donc voilà. Il faut vraiment être accompagné. Je le dis parce que c'est vrai, voilà, on est entouré d'infirmières, on est entouré de personnes, mais la plupart de ces gens ne parlent pas votre langue. Et une fois que vous avez été opéré, vous êtes diminué physiquement. Selon le type d'opération, bien sûr, que vous allez faire, mais physiquement, en général, vous êtes assez diminué. Donc, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un avec vous, et je pense qu'ils le disent même avant de venir. Ils vous conseillent vivement d'avoir un accompagnateur, surtout pour des opérations où vous allez être anesthésié de manière générale, quoi. Vous allez être complètement endormi. Donc une fois qu'on arrive, le soir, parce que franchement ça m'a assez choqué, le chirurgien il est venu nous voir à 22h. Hein. Ça, je savais pas que ça se faisait les rendez-vous à 22h. Donc le chirurgien, après avoir fait toutes ses opérations, etc., elle est venue rendre visite à... C'était une chirurgienne d'ailleurs, je vais mettre une photo. Elle était... elle avait l'air super jeune en fait, c'était trop bizarre. C'était une jeune... une bombe, franchement j'étais là waouh. Elle était vraiment, ça se voyait elle était passée aussi sur le bistouri, donc elle savait elle savait exactement comment bien bistouriter parce que elle était vraiment bien faite quoi. Bref, petite parenthèse. Et donc elle vient regarder en fait au niveau des saignements parce que voilà, la personne qui est sortie, elle avait des drains de redon et comment dire, des pansements, etc. Elle vient voir si les pansements ne saignent pas trop, si les redons ne donnent pas trop. Elle évalue la douleur, elle évalue l'état d'éveil de la personne. Et après, bon, en général, ça la chaîne. Hein. Elle vient te regarder 5 minutes, tac, tac, tac. Allez, c'est bon. Elle donne le relais, elle donne les instructions aux infirmières, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Le premier lever, dites-vous qu'elle venait de subir une grosse chirurgie. Donc, la chirurgie corporelle qui a été découpée, elle a été charcutée dans tous les sens. Elle a été levée le soir même. Donc, elle est sortie de la salle d'opération, je crois, vers 16-17 heures. À 22 heures, après le passage du chirurgien, on a dit aux infirmières de faire le premier lever. Ça, c'est un truc, ça me choque quand même. En fait, j'ai... comment dire, en Europe, je sais que ça se passerait pas comme ça. En Europe, on est en Europe là-bas aussi, en Turquie. Mais je veux dire, l'Union européenne, en tout cas, en général, j'ai jamais vu ce genre de pratique. Mais bon, apparemment, ils savent ce qu'ils font. Hein. Donc, la personne que j'ai accompagnée, une fois qu'on a vu que son transit, en fait, revenait, on lui a donné une nourriture light, de la soupe, un truc liquide. En fait, on peut que boire. Donc, de l'eau fraîche. Elle a l'air super fraîche. Ah non, même pas super. Elle est fraîche, pas super. Ils ont un frigo, non? Oui. Light, de la soupe, un truc super light. Le premier repas est light. Le soir même. Et ensuite, une heure plus tard, on fait le premier lever. Donc, il faut se lever. Donc, faut vous dire que c'est douloureux. Vraiment, c'était très, très, très douloureux. La personne, elle avait mal. Elle avait... comment dire, elle avait ses drains de redon qui ressortaient et donc l'infirmière est venue la stimuler à se lever. Il fallait faire en fait dans le couloir, c'est trop drôle parce qu'on aurait dit Walking Dead, parce que tous les gens qui s'étaient fait opérer ce jour-là, ils étaient en mode tous comme ça, recroquevillés comme des zombies dans le couloir. Ah, c'était à mourir de rire parce qu'à la même heure, c'est comme s'il y a presque chaque une infirmière, parce qu'en fait c'est vraiment très privatif cette l'aile de la chirurgie esthétique, donc il y a vraiment pas mal d'infirmières là-bas parce que franchement la surveillance elle doit être intensive vu que c'est souvent des étrangers qui viennent se faire opérer dans un pays, donc je pense que la clinique a intérêt vraiment à faire à chouchouter ces clients là qui sont un peu spécifiques et qui payent vraiment des sommes voilà astronomiques quoi, enfin astronomiques pour le pays. Bon bref, et donc du coup donc on a été faire la marche de Walking Dead là dans le couloir pour le premier lever et donc voilà, ils te poussent pas si tu sens que ils te stimulent sans trop te pousser. S'ils voient que voilà tu n'arrives vraiment pas, ils vont te laisser tranquille, mais ils te stimulent régulièrement à marcher parce que voilà t'es pas en vacances en fait. Après ta toilette, ils te stimulent également à te lever et en fait il faut savoir que dès le deuxième jour
tu peux sortir. Parce que une fois que la chirurgienne repasse pour faire la contrôle de visite, elle te dit, tu peux partir. Mais malheureusement, enfin, ou heureusement, la personne avec laquelle la personne que j'accompagnais, mon amie, elle me disait, elle se sent pas bien. Elle a dit à la chirurgienne, écoutez, moi, je sais que voilà, dès le lendemain, je suis censée sortir, mais je me sens vraiment pas apte à sortir. Donc, est-ce que je peux rester un jour supplémentaire? La chirurgienne a accepté, mais ça se voyait que ça faisait pas partie du contrat, quoi. Donc, elle est restée un jour supplémentaire pour pouvoir, voilà, parce qu'il fallait qu'elle, voilà, elle reprenne des forces, quoi. Parce que après une opération aussi lourde, sortir le lendemain, moi, je sais pas comment. Ils me disent oui, certaines personnes le font. Je dis mais c'est chaud quand même. En fait, la sortie s'est fait donc à J+2. C'est rapide. Donc, rôle de l'accompagnateur, une fois de plus, il faut absolument que la personne soit là parce que la personne est douloureuse. Donc, elle avait sa sangle abdominale, elle avait les redons vont être enlevés à J+2. En gros, on va enlever tous les appareillages, etc. Donc, il y a le taxi qui vient vous chercher. Il est venu à peu près vers 13-14 heures après le repas du midi, qui vient vous chercher pour vous ramener à l'hôtel. Donc, à l'hôtel, le rôle de l'accompagnant est très important parce que dès qu'il y a un souci, il faut le dire. Et il faut dire qu'ils sont assez réactifs. Dans le moindre problème, vous contactez le démarcheur et le démarcheur va vraiment pouvoir être du grand utile, une grande utilité. Une fois que vous sortez de l'hôpital, il y a un suivi quand même. Vous avez 3 visites post-op. Donc une première qui se passera à l'hôpital et les 2 autres se passeront quand vous en externe, en fait, vous venez à l'hôpital, vous ressortez, etc. Donc et à la fin de toutes ces visites, le médecin vous renvoie en fait votre dossier médical. Il fait un résumé. Malheureusement, tout était en turc et c'était vraiment compliqué d'avoir quelqu'un qui nous les traduit. Heureusement, notre démarcheur parlait français. Donc, en fait, tout ce qui était en turc, il écrivait, il laissait une case, en fait, pour de la traduction, pour que la personne, en fait, retranscrive pour le médecin. Parce que, bien sûr, il va falloir faire un suivi médical une fois que vous arrivez dans votre propre pays. Donc, là, ils vont résumer, en fait, l'opération, ils vont résumer les médicaments qu'ils vous ont donnés, ils vont vous résumer tout dans votre dossier médical. Et ensuite, ils vont vous le donner ou vous l'envoyer par email selon le choix que vous faites. Et ensuite, avec ce dossier médical, vous pourrez faire le suivi en cas de souci chez votre médecin personnel. Une fois que tu es dehors, tu sais que tu es livré à toi-même. Franchement, c'est mon amie, elle a repris vite le poil de la bête et tout ça. Une fois que les antidouleurs faisaient effet, elle a repris le poil de la bête. J'ai remarqué que la plupart des gens qui venaient là-bas, c'était vraiment pour la chirurgie, c'était les hommes, c'était pour la chirurgie des capillaires. Vraiment, et la chirurgie capillaire, on voyait quasi un homme sur 2, il y avait des pics sur la tête pour refaire. Je sais pas combien coûte la chirurgie capillaire, je me suis pas renseignée, mais apparemment ça coûte presque 10 fois de moins qu'aux États-Unis ou qu'en Europe, quoi. Mais vraiment, apparemment, ça vaut vraiment la peine et que la plupart des gens viennent du monde entier dans cette clinique pour pouvoir se faire des implants capillaires. En fait, pourquoi la Turquie? Pourquoi cet entrain pour la Turquie pour aller faire la chirurgie esthétique là-bas? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, la raison incontournable, c'est le prix. En fait, il faut savoir que les prix sont de 3 à 4 fois moins chers en Turquie qu'en Europe en général. Pouvoir se faire opérer en Turquie, c'est beaucoup moins cher qu'en Europe. Donc voilà, je vais vous donner en fait la gamme des prix. Hein. Par exemple, pour la chirurgie corporelle, la personne que j'accompagnais a payé, je crois, 5 000 à 5 500 euros. Pour tout, l'augmentation des seins, le body lifting avec les cuisses, les bras, injection de graisse, enfin bref, voilà, un peu sculptage des fesses. Donc, elle a payé 5 500 euros. Ensuite, et pour les dents, je crois qu'elle a payé 500 ou 600 euros. Entre 500 et 600 euros pour se refaire en fait 4 dents. Je crois qu'ils ont fait des couronnes. Ça, j'avoue, je suis pas trop sûre parce que au niveau de ce processus-là, j'étais déjà rentrée, donc je peux pas être sûre et certaine de ce que j'avance. Donc voilà, mais en tout cas le prix, je suis sûre et certaine parce qu'on avait un budget d'à peu près 6 500 euros pour tout, voyage, hôtel, tout ça compris, quoi. La deuxième raison, c'est qu'au niveau des hôpitaux et des chirurgiens, en fait, ce sont des chirurgiens avec un niveau d'études européen et en fait, ce sont des hôpitaux qui ont un standard à l'européenne. Donc, en fait, on peut y aller en étant quasi autant sûr qu'en Europe de bien se faire opérer. Quand on dit que c'est pas en Union européenne, c'est l'Europe quand même, la Turquie. Hein. Ouais.
Bon, voilà. Donc, au niveau de votre santé, pour moi, il n'y a pas des grands risques. Il y a toujours des risques de toute manière, que ce soit en Europe ou en Turquie ou dans l'Union européenne, il y a toujours des risques. Mais voilà, c'est pas non plus des gros risques selon moi. J'habite en France. La Turquie n'est que à 2-3 heures de vol de la France. Et en fait, on peut trouver des vols vraiment moins chers pour y aller. Au niveau de l'expérience, franchement, c'était cool. Ils sont vraiment polis, les Turcs. En tout cas, au niveau business, ils sont carrés, ils sont accueillants, ils restent très professionnels. Et tout le long du voyage, on n'a eu aucun couac avec qui que ce soit. Ils étaient super compréhensifs à l'hôpital dès qu'on avait mal, dès qu'on sonnait, dès qu'ils très gentil. Voilà, pour que les clients reviennent et en parlent en fait à leur entourage, c'est souvent qu'on a un service client impeccable. Et en Turquie, vraiment, le service client, en tout cas de mon expérience, a été impeccable. Le point négatif pour moi, c'était le côté à la chaîne. C'est le côté où tu devais vraiment sortir rapidement. C'est-à-dire, après une opération aussi lourde, moi, je trouvais ça quand même incroyable de voir ils te pressent en fait, sors, ton lit doit être occupé, voilà. Je l'ai ressenti à un moment donné parce que vraiment c'est à la chaîne quoi. Tu sens que c'est à la chaîne, tu sens que c'est du rapide, tu sens que c'est tac. Une fois que l'opération a été faite, comme le médiateur a d'autres clients et que voilà, il a été beaucoup moins disponible. En fait, il était super disponible pendant t'as le jour même, puis une fois le lendemain, une fois que tu retournes à l'hôtel, en fait, on a trouvé beaucoup moins disponible, c'est-à-dire voilà, parce que nous on est habitué à le voir tous les jours dans notre visuel, dans notre quotidien, et donc à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'il aura d'autres clients, il doit amener d'autres clients à se faire opérer. En fait, il t'accompagne jusqu'à l'opération. Une fois que tu te fais opérer, j'ai l'impression que voilà, les contacts diminuent. Mais ça, c'est pas très grave. Si tu as ton accompagnateur, c'est bon. Mais dès qu'il y a un souci, si tu lui dis il y a un souci, il y a un truc comme ça, il réagit quoi. Mais il faut savoir qu'une fois que vous êtes un peu opéré, que voilà, vous avez payé l'argent, la tension diminue un tout petit peu quoi. Ça c'est à savoir. Donc voilà, attendez-vous à cela. Et voilà, il y a aussi la barrière de la langue. La barrière de la langue, parce que une fois que le démarcheur n'était plus trop dispo, franchement, les infirmières et les aides-soignantes et bon, c'est pas un problème, tu vois. Mais moi, je me suis dit, quand tu travailles dans une clinique internationale et que tu travailles dans une clinique avec des étrangers, parce que là-bas, il y avait que des étrangers, hein, parce que durant notre Walking Dead, là, tous les soirs et tous les matins, on parlait avec les autres opérations. Ah, toi, tu t'es fait opérer de quoi? Moi, je me suis fait opérer de ça. Toi, voilà, la plupart des chirurgies, c'est les mêmes. C'était les augmentations comment dire, des fesses. On appelle ça, c'est du BBL, Black Booty Lifting, c'est ça? Non, tu connais pas, toi. Qu'est-ce que je vais te poser la question? donc, je crois que c'est du Black Booty Lifting pour BBL. Donc, il y en avait pas mal qui sont allés faire des BBL. Il y avait comment dire? Il y avait beaucoup aussi de lifting abdominal. Donc, en fait, je crois qu'ils nous mettent tous par étage selon la chirurgie. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, quasi tout le monde qui était dans cet étage-là avait la même chirurgie, abdominoplastie, fessiers, cuisses, etc. quoi. Et donc, moi, je marquais que les Turcs, ils parlaient vraiment pas anglais, mais vraiment pas. Donc, voilà pour moi, pour la vidéo. Je suis sûre qu'il y a énormément d'oublis, parce que franchement, je sais que je suis partie un peu à gauche, à droite, au milieu et tout ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Et voilà. Je vous donne les informations là gratuitement. Donc, récompensez-moi quand même en mettant des likes, en mettant des